Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast L'Art d'être parent. Je suis très heureux d'animer ce premier épisode à destination des parents. Si vous ne connaissez pas le projet Link, je vous invite à le découvrir sur les réseaux sociaux. Link, L-Y-Y-N-K. Ce projet, créé avec ma fille Miel et le docteur Morin, médecin psychiatre, a pour objectif de placer la santé mentale des jeunes au cœur des préoccupations et nous pensons que l'entourage familial a un grand rôle à jouer pour les aider à vivre une jeunesse épanouie. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très sensible, l'image de soi. Ce n'est pas pour rien que les jeunes de sexe féminin se disent souvent davantage touchés par des troubles psychiques, elles qui subissent une si forte pression par rapport à leur image dès le plus jeune âge. L'étude en classe réalisée en 2022 par Santé publique France montre à quel point la situation est alarmante. 17,4% des lycéennes disent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie, contre 8,4% chez les garçons. Plus de 30% des filles en terminale ont une perception négative de la vie, contre 14,8% des garçons. Bien sûr, ne négligeons pas les garçons, dont nous devons aussi prendre grand soin, mais attardons-nous sur une des raisons à l'origine d'un mal-être exacerbé chez les filles, l'image de soi. Et oui, ce n'est pas facile quand on se compare aux critères de beauté du net, quand leurs influx préférés utilisent des filtres ou Photoshop leurs photos pour se maigrir. Leur feed Insta ressemble à un défilé de la Fashion Week, et oui, forcément, on se compare. Alors nous, parents, comment peut-on les aider à s'aimer et surtout à passer ces périodes de doute et d'autocritique négative dans les meilleures conditions? Car oui, nous pouvons les aider, les motiver, les encourager pour qu'elles réalisent que chacune d'entre elles est unique et que la beauté reste subjective. Alors parlons images, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec le docteur Claire Morin, médecin psychiatre et cofondatrice de Link. Bonjour Claire. Bonjour Guerchaume. Et j'ai l'immense joie de vous présenter notre invitée. Ancien mannequin, dirigeante de casting.fr, plus gros site de casting français, elle-même directrice de casting. Elle a été confrontée toute sa carrière au sujet de l'image, des standards, culte du corps, pour elle et pour tous ces jeunes en quête de célébrité. Elle anime également son podcast nommé Casting Call, que je vous recommande et qui est une source de conseils et d'inspiration immense pour nos jeunes. Nous souhaitons donc la bienvenue à Soledad Franco. Bonjour Soledad. Merci à toi. Alors Soledad, pour te présenter, donc tu es ancien mannequin, dirigeante du plus gros site de casting français, directrice de casting, tu es également dirigeante dans l'événementiel. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours et comment tu en es arrivée là ? Et en 2017, j'ai ouvert un spa, les Bains du Marais, justement pour qu'on puisse offrir un lieu pour préserver cette santé mentale. Comment je suis arrivée à... C'est le hasard, vraiment le hasard. J'ai grandi à Ivry-sur-Seine, je suis issue de l'immigration latino-américaine. J'ai été conçue à Cuba, ma mère a vécu le coup d'État au Chili, je suis née en Uruguay dans des conditions relativement... originales. J'étais pas du tout prédestinée au milieu du casting et artistique. J'étais plutôt prédestinée à un univers politisé, intellectuel. On m'imaginait traductrice à l'ONU et par hasard, justement à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire ma crise d'adolescence et ma mère a dit « mais psy ou cours de théâtre ? Psy ou cours de théâtre ?» J'ai refusé d'aller chez le psy et j'ai découvert le théâtre. Et à cette époque, le théâtre, c'était un lieu où les cours de théâtre, où les directeurs de casting se rendaient. Et j'ai rencontré Gigi Akoka. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers du casting, c'était une grande dame du casting. Et j'ai commencé mes premiers castings. Tu avais quel âge ? 13 ans. 13 ans, donc là c'était théâtre. Mon premier casting, c'était pour L'Effronté. C'est Charlotte Gainsbourg D'accord. qui l'a eu. Et j'ai commencé à jouer au théâtre. J'ai découvert C'était une autre époque où Internet n'existait pas. Le milieu était petit. J'ai joué dans des pubs. J'ai découvert le mannequinat. J'ai été l'égérie de marques. J'ai voyagé à New York. J'ai gagné des sous. Mais toujours avec le syndrome de l'imposteur. Et en me disant quand est-ce que ça va s'arrêter. Et aussi avec ces critères de beauté qui m'exigeaient de ne pas manger, de contrôler mon corps. Vous imaginez, j'ai commencé à 13 ans. À 15 ans, je me suis développée. J'étais tellement maigre que je me suis développée tard. Et là, j'ai commencé les médicaments coupe-faim. Je faisais des challenges où je ne mangeais pas pendant 3 jours. J'allais à des castings. C'était une autre époque où on me disait « Ok, je te prends, mais en une semaine, il faut que tu perdes 5 kilos. » Et je les perdais. Voilà, c'était une autre époque. On se faisait vomir, désolé du détail, mais voilà, et on était plusieurs. Donc du coup, tu rentres dans l'anorexie, puis la boulimie. J'ai jamais sombré, mais effectivement, les diktats de beauté, pour travailler, il fallait rentrer dans les robes et les directeurs de casting te disaient, où je me souviens, en fait, c'était une créatrice de mode dont je tairai le nom, qui m'a fait travailler des années et j'ai adoré travailler pour elle. Elle m'a fait découvrir des choses extraordinaires, mais j'ai pas mangé pendant une semaine pour pouvoir obtenir le casting. D'accord. Ah oui, effectivement. Donc tu as vécu en fait cette pression au quotidien. Claire, en fait, on voit bien que c'est pas nouveau en fait, ce phénomène de l'image de soi, du culte du corps. Enfin, moi je me souviens très bien quand j'étais jeune aussi, les filles étaient toutes sur les magazines. Avec des critères de beauté. En plus, à l'époque, elles étaient hyper skinny, les mannequins. C'était l'époque du super maigre. Alors, moi, j'ai pas... Alors, je t'en parle comme ça, mais c'était un peu... moi, je viens d'une époque où, tu vois, les directeurs de casting, ils n'étaient pas
particulièrement gentil. Moi, à l'époque, j'ai des souvenirs de scènes où on pouvait critiquer ton type. Tu avais même des propos racistes. C'était une époque où c'était très libre. Hein. Il n'y avait pas les hashtags MeToo, etc. Alors, moi, j'ai un tel caractère que la seule chose qui m'intéressait, c'était de gagner de l'argent, de vivre. Et j'avais toujours un projet en parallèle. Donc, en fait, quand on est adolescent, l'image de soi, c'est toujours très difficile. Quand on se transforme, j'avais des sourcils trop épais, un nez trop grand, des bouches trop grosses. Mais ça, je ne sais pas si c'était parce que j'étais mannequin. Je crois que c'est le propre... Enfin, vous êtes psychiatre, c'est vous qui savez mieux que moi, mais je pense que c'est le propre de l'adolescence. Si tu es mannequin, alors maintenant, tu as des mannequins seniors, tu as des mannequins grande taille, etc. Mais il y a eu une époque où les icônes, c'était des reines de beauté, et soit tu rentrais dans les standards, soit tu rentrais pas dans les standards. Moi, j'ai jamais défilé. Enfin, j'ai défilé, mais pour des toutes petites marques, j'aurais jamais prétendu faire des grands défilés, parce que je faisais 1m72, c'était pas suffisant. Mais effectivement, hein, l'adolescence, c'est la période cruciale de la vie où l'image de soi se construit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on découvre son corps, le corps qui change, quelle perception on développe de soi, quelle perception on a l'impression que les autres ont sur l'image de soi. Et c'est là que se développe tout ce qui est appelé par le psychologue Carl Rogers, qui a développé ce concept de l'image de soi dans les années 50. Il y a le soi perçu, c'est-à-dire comment on se perçoit, le soi idéal, c'est-à-dire comment on voudrait être, et puis le soi objectif, comment on est concrètement. Voilà. Et tout l'enjeu à l'adolescence, au travers de l'environnement familial, social, sportif, scolaire, c'est comment je trouve un équilibre pour devenir un adulte épanoui, un adulte qui trouve ce qu'il veut faire dans la vie, comment il s'oriente, comment il se pense et comment il veut voir les choses. J'essaie de transmettre à ma fille justement ma signature dans mon quotidien, et ce que j'essaie d'expliquer aux artistes, c'est valoriser sa singularité, oser révéler sa véritable nature. C'est un vrai travail, c'est un vrai challenge pour nous parents. Comment leur enseigner la singularité, ose être différent. C'est un sacré challenge. On va en parler. Voilà l'image de soi chez les jeunes d'aujourd'hui et justement comment les accompagner. Avant, je voulais savoir, j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir un petit peu pourquoi la santé mentale est devenue un sujet si important pour toi. Est-ce que tu as souffert de cette vie d'exposition, d'image? Ça vient d'où parce que tu es quand même assez engagé. Je veux dire, l'espace, c'est le bien-être, c'est la détente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient? Je pense que j'aurais pu faire une grande carrière si j'avais été plus armée, plus solide. Le regard des directeurs de casting sur moi et les refus, j'étais pas préparée. Quand j'étais jeune, j'étais relativement secrète et ambitieuse. Moi, ce que je voulais, c'était gagner ma vie. J'avais vu mes parents... Voilà, je viens vraiment d'un univers communiste, anarchiste, révolutionnaire. Mon ADN, c'est la révolution. Tu casses rien ici. Hein. Vraiment, ma mère était assistante sociale. Mon histoire personnelle a fait que je me suis dit, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je vive bien, il faut que je voyage, il faut que je fasse... J'étais pas du tout intéressée par les marques, c'était pas du tout mon esprit, mais je voulais de la liberté. Donc j'ai toujours voulu travailler, mais j'étais fragilisée par la séparation de mes parents. Je faisais semblant d'être sûre de moi. Je me regardais dans les magazines, je me trouvais canon, parce que j'étais relativement canon, mais en fait, je me disais, mais quelle imposture. Enfin, c'était très bizarre, comme si c'était pas moi. Et j'étais trop fragile, j'étais si fragile. Je vous racontais en off, quand à 17 ans, un garçon, enfin, je me souviens bien de son nom, aujourd'hui il est comédien, qui m'a dit « Qu'est-ce que t'es opportuniste ?» Je l'ai pris comme une insulte et en fait j'étais juste vivante et j'avais juste tellement envie. Et c'est vrai que je suis péchue et qu'on me fermait une porte, je rentrais par le toit, on me fermait le toit, je rentrais par la cheminée et je lâchais pas, comme un pitbull. On me disait t'es un mélange de pitbull et dragon. J'avais envie, mais c'était vraiment avec bon cœur. Et on m'a tellement, entre les directeurs de casting, les hommes, les garçons qui vous disent... parce que dès que tu es une fille et que tu as trop d'envie, que tu parles un peu trop fort avec cette voix grave que j'ai... Ça passe pas.
c'était vite cassé en fait. Et Pas de concurrence pour eux après. Ouais. Ils sont mis en danger. Ouais. Ok. Et cette santé mentale, aujourd'hui j'ai 51 ans, je me suis observée. J'ai observé les artistes. Je suis absolument passionnée par les arts de la scène. J'aime l'humain, j'aime accompagner les artistes, j'aime voir les gens se révéler. Et à travers mon spa, j'ai identifié aussi cette fragilité qu'ont les enfants, qu'ont les parents, et cette cassure. C'est comme ça que j'ai créé la carte parent-enfant, on en parlera plus tard. La santé mentale, je la sens si fragile, on a l'impression qu'on est solide, on a l'impression que tout va bien. C'est pour ça que je me programme beaucoup, moi, et j'observe les athlètes, parce qu'à tout moment, ça peut casser. Et tout est si fragile, et justement, on en parlera, ma maternité, elle m'a obligée à me structurer et à pas laisser place à la faille. Eh oui, parce que là, tu es jeune maman. Et donc voilà, donc forcément, on est davantage sensibilisé au sujet de santé mentale. On a envie de prendre soin de ses enfants. Et on fait tous, je crois, de notre mieux pour les accompagner. Mais écoute, tout ça, c'est très intéressant et ça nous emmène sur le sujet des jeunes d'aujourd'hui, justement, et de l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, dans le monde du cinéma et du casting, est-ce que tu trouves que les jeunes se comparent beaucoup, qu'ils sont en compétition? Est-ce que tu trouves que leur démarche, que leur attitude est saine par rapport à l'image de soi actuellement? Je suis extrêmement positive de nature et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement grâce à des personnalités comme la tienne, avec cette application. Je pense à Mathias Barthès, je pense à ta fille, je pense à tous ces hashtags MeTooGarçons, les MeToo. Il y a quelque chose qui change en ce qui concerne la fragilité ou la solidité des enfants. Il y a eu, les 10 dernières années, des injonctions terribles et terrifiante où les valeurs ont changé, l'uniformité du goût, l'uniformité du type, cette chirurgie esthétique, cet engouement pour les influenceuses, ça a complètement perturbé, il me semble, les valeurs de nos jeunes. Comme si il fallait exister à travers l'apparence, c'est terrifiant. Et en plus, c'est faux. Enfin, on en parlera, mais c'est énormément tronqué. Hein. Beaucoup de photos retouchées, beaucoup de filtres, notamment avec les réseaux. Quand on parle des influenceurs. Ce qui est pire, c'est qu'en plus, c'est des critères de beauté inatteignables puisqu'ils ne sont même pas réels, en fait. Alors, il faut savoir que dans le casting, je suis coach et j'accompagne les artistes et je leur dis toujours, par exemple, un enfant qui veut passer des castings, on le veut naturel. Oui, et une jeune fille, Une c'est jeune démaquillée. fille qui passe un casting, les photos, c'est naturel, Ouais. authentique, pas de filtre. C'est-à-dire que tous ces diktats, ça n'existe pas. Et même dans le milieu... Alors, Nabila, c'est autre chose. Jean-Paul Gaultier s'est intéressé à Nabila parce que c'était un phénomène. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on ne valorise que le naturel. S'il y a une photo filtrée ou une photo avec une nana qui a la bouche trop refaite, etc., c'est banni. Ça n'existe plus. Donc finalement, en fait, dans le monde du cinéma et dans le monde du casting, a priori, donc, ce sont des éléments qui ont été pris en compte, c'est-à-dire d'avoir les gens le plus naturel possible. C'est pas vraiment le cas sur Internet. Hein. Si on regarde les influenceurs, on a encore beaucoup de critères de beauté, en effet, les lèvres botoxées, etc. Donc on voit que c'est quand même très très répandu. Mais pour toi, dans le milieu artistique, donc cinéma, casting, etc., on est moins concerné aujourd'hui par ce type de problème. Sauf dans la télé-réalité, malheureusement. Et encore, la télé-réalité va bientôt changer. Il me semble, et c'est pour ça que je te dis que je suis extrêmement optimiste, il me semble que entre les hashtags MeToo, le cas de Morandini, par exemple, hier devant CNews, Arnaud Galleux, il y a un vrai mouvement de dénonciation. On ne laisse plus place à la maltraitance, on ne laisse plus place à la pédocriminalité. J'ai reçu Gwendal Marimoutou sur mon podcast qui raconte comment il a été victime d'un pédocriminel qui était son professeur. Combien d'enfants? Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question sur l'apparence, non au filtre et à tout ce qui est extrêmement sophistiqué, pas naturel, non au mauvais comportement. C'est un combat. On essaye de protéger les enfants, mais c'est le début d'une grande aventure. Mais j'ose espérer qu'il y a un vrai changement. Et j'ai la sensation aussi que les enfants ou les jeunes adolescents ont une vraie inquiétude de la nature, des animaux, combien d'enfants veulent arrêter de manger la viande, etc. Par contre, moi qui suis alerte et concernée, je ne peux pas empêcher ma fille de 9 ans d'être fascinée par les youtubeuses. Et les youtubeuses, je ne sais plus comment ça s'appelle, ah oui, une certaine Fanny, qui ne parle que de skincare, etc. Moi qui essaye de la cultiver, de l'emmener au théâtre, de l'inspirer,
j'ai du mal à l'empêcher de dévier vers le YouTube, le skincare, etc. C'est compliqué en étant parent. Il faut être alerte, il faut regarder, il faut s'asseoir, s'intéresser, parce que c'est addictif. C'est Je ça. vois ma fille, elle est addicte à cette Fanny. Alors, donc il y a quand même une différence. Si on regarde, auparavant, on était plus sur des standards physiques qu'on voyait au travers des mannequins ou des acteurs. Là, on n'est pas vraiment sur des standards physiques. On est sur des gens qui mettent en valeur la transformation de leur corps, finalement. Ils se maquillent, ils mettent des crèmes, ils filtrent leurs photos. C'est pire, non? C'est inquiétant. Quand je vois ma fille au bain du Marais, Elia, ma fille que j'aime tant, je l'initie au massage, au bien-être, à la relaxation, à l'inspiration et à la coupure extérieure. Pas au skincare, à la manicure et à 9 ans à mettre des trucs, des machins. Et maintenant, j'ai essayé, qu'elle soit pas sur YouTube, etc. Elle va chez les petites copines, les pyjamas parties. C'est partout. C'est difficile, je vous assure. Elle me pique mon téléphone, elle sait faire des trucs que je ne connais pas sur mon téléphone, mais vraiment. Et en fait, maintenant, le soir, je la retrouve avec son bandeau et elle met des crèmes, des machins. Les parents, on doit vraiment, vraiment être méga alerte. C'est un sacré job. Oui, mais alors il faut quand même faire la différence entre prendre soin de sa peau en mettant une petite crème qui permet de s'hydrater, etc. Et puis celle qui va transformer la couleur de la peau, qui va avoir des effets plus visuels, non? Parce que prendre soin de sa peau, est-ce que c'est pas une mauvaise habitude en soi? À 9 ans. Non, ça sert à rien. C'est pas une trop, préoccupation. voilà. Ouais. Et quand Elia me dit « Maman, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube », et alors je lui ai dit « Ok, tu veux lancer une chaîne YouTube, quel est ton sujet ?»« Ah non, je vais faire des branques. » Ou des francs, ou des branques. Non, des branques. Des branques, je sais pas, je connais pas. C'est les blagues. Ah, des pranks. Ah oui. Des pranks, Des pardon. pranks. Tu vois, Des mon pranks. niveau, pour vous dire. Ah, la honte. On va te remettre à la page. Ouais. Non, mais c'est une réalité, je m'en cache pas. Mais Moi, ils adorent j'ai ça, du mal à... Ils veulent tous devenir youtubeurs. Ouais, mais moi, il est hors de question. Alors, je lui ai dit, si tu as une cause à défendre, si tu veux parler des animaux, qu'est-ce qui t'intéresse, ok, tu ouvres ta chaîne YouTube. Et encore, je sais même pas. Elle est un peu jeune encore. Ah oui, je lui ai donné 9 ça comme un ans, challenge. c'est quand même bien jeune. Oui, mais tous les enfants veulent ça C'est ça. aujourd'hui. C'est ça. Moi, j'ai mon fils de 8 ans et demi qui veut ouvrir une chaîne YouTube pour faire des vidéos de jeux vidéo, de gaming. Parce qu'il aime bien jouer aux jeux vidéo et forcément, comme il voit plein de vidéos de créateurs, il dit moi aussi j'ai envie d'enregistrer mes parties, de les commenter, de les diffuser sur les réseaux. C'est vrai que ça a beaucoup de succès, ça, les gens qui très bien. enregistrent quand ils jouent et qui commentent ce qu'ils font. Et, Il y en a énormément. Ça, Ouais. c'est un truc de dingue. Ça va très, 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 très vite. C'est un truc de dingue. Donc, il y a quand même une grosse, un gros shift quand même entre ce qui se passait il y a 20-30 ans, où on était sur des... D'abord, on était moins exposés. On était exposés dans les magazines ou au travers de la télé. Aujourd'hui, ils sont exposés un peu en permanence. C'est ça aussi qui est difficile. Et ils sont exposés jeunes. Qu'est-ce qu'on connaissait, nous? Attends, on parle comme des vieux, mais qu'est-ce C'est ça. qu'on connaissait? Moi, je connaissais le bâtiment où j'habitais, le bout de ma rue, l'école, là où je prenais des cours de théâtre et de danse, et là où ma maman m'emmenait en vacances. Aujourd'hui, les enfants savent ce qui se passe en Corée, au Japon, C'est ça. à New York. Hmm. Ils sont surinformés. Ça fait des enfants ultra matures, trop informés. Et je crois, vous, madame la psychiatre, j'ai cru lire que ça les désensibilise même par rapport aux émotions, c'est ça? Ah, c'est en fait un mécanisme de défense psychologique qui est mis en place. C'est-à-dire que quand on est trop stimulé, au bout d'un moment, il y a une saturation de la stimulation et donc ça prend plus en quelque sorte. Donc on n'arrive plus à jauger, mettre un niveau émotionnel adapté en fonction de ce à quoi on est exposé, parce que effectivement les enfants sont exposés très jeunes à des situations, à des images auxquelles ils ne devraient pas encore être exposés. Et une exigence folle. J'ai reçu une petite copine chez moi. Ma fille a voulu faire une pyjama party. Et le plaisir de cette pyjama party, c'était de faire nuit blanche. Donc, quand tu as 9 ans, à quel moment tu fais nuit blanche? De s'endormir en regardant la tablette. Et quand on parle avec le directeur de l'école, il vous dit, j'ai un gros problème, c'est qu'en CM2, ils ont tous un téléphone et je ne peux pas leur confisquer le téléphone parce que je me fais engueuler par les parents. Et oui, Qu'est-ce les qu'on parents fait? qui veulent que leurs enfants restent joignables, même quand ils sont à l'école. Mais qu'est-ce qu'on Donc, fait? le problème, qu'est-ce qu'on Gros fait? dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne et on y va avec eux et on est là justement pour les entourer ou que dans leur évolution. C'est-à-dire qu'au lieu de rejeter leur évolution digitale qui fait partie de leur vie. Et alors, toi, tes enfants sont très jeunes, donc on parle même plus de la génération Z, c'est la génération alpha, c'est la génération née dans le numérique. Parce que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, 22 ans, ceux qui viennent te voir pour faire des castings, là, on parle de jeunes qui ne sont pas nés dans le numérique. Ils l'ont découvert
à l'adolescence. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que les jeunes évoluent dans le numérique. Donc, ces jeunes qui ont finalement eu une vie un peu plus, je dirais, un peu plus réelle, moins connectée, ils ont découvert tous ces phénomènes de connexion à l'adolescence et ils ont construit leur adolescence là-dessus. Là, tes enfants, comme mon petit dernier, ils sont nés avec. Ils sont nés, ça veut dire qu'ils n'ont connu que ça. Je vois leur mon fils repère. de 3 ans avec son petit index. Ah mais c'est terrible. Alors après, C'est presque instinctif. après on a des discours hyper moralisateurs et ça il y en a qui savent bien nous les faire en nous disant mais vous êtes des mauvais parents, il faut leur couper ci, il faut leur couper mais on va leur couper les doigts tant qu'on y est, on va gagner du temps. Ça marche pas comme ça. On peut pas rejeter le numérique. Le numérique il apporte aussi plein de bonnes choses. Maintenant on en parlera tout à l'heure mais justement comment est-ce qu'on va accompagner nos jeunes dans ce monde du numérique pour que ça devienne une force et non pas une faiblesse. Comment faire pour que les parents prennent conscience du danger? Quand je vois des enfants à 1 an sur un téléphone pendant que les parents mangent au restaurant, je comprends pas. Je me dis, je comprends pas. C'est-à-dire que les parents sont au restaurant, pour être tranquilles, ils donnent une tablette à leur enfant d'1 an. Bah, c'est souvent la facilité. Hein, Mais quand ça on- crame le cerveau. Non, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Vaut mieux laisser son enfant à une babysitter et sortir à 2 au restaurant et pouvoir Ou alors, passer si une tu bonne peux pas soirée, te payer une ou babysitter, ne pas sortir. Non, ou alors si tu peux pas payer ta babysitter, assume ta parentalité, dîne avec tes Le enfants. petit sur les genoux, Fais-toi machin. un kiff où il va tout renverser, C'est ça. etc. C'est ce qu'on Mais adore. au moins, ce sera la vie. Ouais, moi, C'est c'est ce ça. que je préfère au restaurant. Mais C'est bien quand mes sûr. enfants ils renversent tout. Mais C'est- oui. Mais moi, je me lève et je vais leur dire, hein, je fais honte à mon entourage. Mais même dans la rue, quand je vois passer des gens à poussette dans la rue, les enfants avec une tablette ou un téléphone. Ça y est. Moi, je leur dis, vous savez que c'est pas bon pour la santé. J'en ai rien à faire. Je passe pour une vieille folle, mais je le fais. C'est mon combat du quotidien. Je me souviens un jour, ma mère m'a dit, ma maman qui a 80 maintenant, et qui m'a dit il y a 10 ans, donner un téléphone à un enfant avec accès à Internet, c'est comme le laisser nu à minuit dans les rues de Paris. J'ai trouvé cette image très forte. On n'imagine pas le danger qu'il y a derrière. Je pense que les Ouais, gens n'ont d'accord. pas conscience. Alors, en effet, il y a du danger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès au numérique, il est partout. On accède à Internet sur une télé, on accède à Internet sur une tablette, sur un téléphone, chez les copains. C'est un combat. Enfin, vouloir le restreindre, c'est un combat perdu d'avance. On peut le retarder. Par contre, ça c'est sûr que sur les petits, Ouais. on peut avoir un vrai rôle pour retarder l'accès au numérique. Oui, et c'est un véritable enjeu d'ailleurs. Mais ça demande un peu de courage, parce que ça Tout à demande. fait. Faut proposer des alternatives à son enfant. Je veux dire, s'il n'est pas sur une tablette, ça veut dire qu'on est en train de s'occuper de lui. Ça veut dire qu'on fait une activité avec lui. Et forcément, ça suppose de lui consacrer un petit peu de temps. Est-ce que c'est normal que les enfants de 9 ans aient déjà vu des scènes? Alors, Est-ce que c'est normal que certains parents vous disent aujourd'hui tous les enfants c'est comme ça? tous les enfants, c'est comme ça. Non, ça, c'est pas normal qu'ils aient vu des scènes. Malheureusement, le net a ce côté un peu incontrôlable. Et encore une fois, c'est important justement d'évoquer ces sujets avec eux, de manière à ce qu'ils se construisent pas autour de ce qu'ils découvrent sur Internet en pensant que c'est la seule vérité et que c'est comme ça qu'en fait. C'est ça, il faut éduquer les enfants et les préserver des dangers que ça peut représenter. Et donc finalement, découvrir Internet avec eux, déjà dans un premier temps, pour qu'ils soient sensibilisés aux dangers que ça peut représenter. Je crois que les parents ils connaissent mal en fait Internet. C'est ça aussi, hein, Mhm. c'est que les enfants ils arrivent, ils sont en 6e, ils disent ouais j'ai installé Snap et les parents ils sont là mais ça sert à quoi Snap? Ah mais WhatsApp c'est pareil. Ils vont dire mais WhatsApp c'est pour les vieux, je vais pas mettre WhatsApp. Donc en fait il faut comprendre aussi leur code. C'est pour ça aussi qu'on a fait ça, ce projet Link, c'est aussi pour décoder, décrypter un petit peu ce qui se passe entre les jeunes et les adultes, parce que les adultes comprennent pas vraiment en fait pourquoi ils se parlent en s'envoyant des photos par exemple à chaque fois. Parce que c'est vrai que sur Snap on se parle pas, on s'envoie des photos avec des messages en fait. Donc c'est des modes de communication qu'il faut prendre en compte. Maintenant, oui, tout est lié à l'image. C'est vrai que avec les téléphones, on alimente des photos, de vidéos, quasiment tous nos échanges. Ces jeunes, ils ne communiquent qu'avec l'image. Ça, c'est vraiment important. Soledad, justement, en revenant sur ces notions d'image et de critères physiques, toi aujourd'hui, dans l'univers du casting, que ce soit d'ailleurs mannequinat ou cinéma, mais toi tu fais, je crois, essentiellement des comédiens. Chanteur, danseur, comédien, on accompagne Bruno Berberès pour le casting de Voice, le cinéma, tout type de casting. Et alors aujourd'hui, quels sont pour toi les critères physiques qui sont mis en avant principalement Dans l'art, il n'y a pas de critères physiques. Toi, t'en as pas. Donc tu reçois un jeune, Le critère physique, ça peut être, là par exemple, j'ai un casting, on cherche pour un prochain tournage cinéma un enfant entre 11 et 16 ans. c'est large. Et on va vous parler de traits de caractère,
un peu fétiche, pas trop grand, plutôt timide. Mais alors, on peut vous dire, mais le physique n'a aucun intérêt. Sinon, il n'y aurait que des beautés et des Monica Bellucci. Vous voyez bien qu'on a des tronches. Vous voyez bien que Vincent Cassel vous dit « Moi, c'est ma gueule, c'est ma singularité qui a fait mon talent. » Des mecs qui sont... Il n'y a pas que des Alain Delon, c'est pas ça. Être un artiste, c'est mettre son corps au service d'une émotion, c'est se former, c'est travailler ses classiques, travailler son corps et sa gestuelle et savoir interpréter. On n'a pas que des beautés. Elsa Silberstein, elle est charmante, mais est-ce que c'est une icône de beauté ? Ce n'est pas la beauté qui est intéressante dans l'art, c'est le jeu, le charisme, le travail, l'expression, la formation. C'est ça qui est important. Donc, Et c'est là où je dis, c'est là où je dis toujours, osez révéler votre véritable nature, soyez authentique, ne cherchez pas à ressembler à qui que ce soit. Inspirez-vous. Si vous avez des gens qui vous inspirent, un jeu, mais connaissez qui sont les réalisateurs, connaissez vos grands classiques. Être un artiste, ce n'est pas être beau. Oublie. Donc, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, le monde du cinéma et des comédiens de manière générale, finalement, est plutôt vertueux, plutôt sain par rapport à tout ça. Je crois que le monde des arts est très sain et je pense que c'est ce qui va sauver le monde, le bien-être et les arts et la culture. Et tu les sens en confiance, ces jeunes qui viennent te voir, ou c'est une vraie difficulté de croire en leur image ? Est-ce qu'ils se mettent sous pression par rapport à l'image quand ils viennent te voir pour faire un casting ? Moi, ce qui m'intéresse à travers mon podcast, c'est d'entendre des récits. Et ce que j'ai identifié à force d'années, d'observation, de travail, selon ma propre histoire, c'est que le plus important, c'est l'enfance. L'enfance qu'on a. Tu connais la différence entre l'estime de soi ? Tu sais, j'ai commencé en te voyant, je termine en tutoyant, je me sens à la maison. C'est bien. T'es à la maison. T'es chez toi ici. Quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est je suis douée dans telle et telle action. L'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte à soi. Et cet amour est souvent nourri par nos parents. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu étais petit ? Qu'est-ce qu'on t'a transmis quand tu étais petit ? Et cette estime de soi va définir ton talent ou pas. Alors parfois, ils arrivent avec un manque de confiance, le trac, la peur du casting. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est la méconnaissance du métier. Moi, je te les prends en coaching, je leur explique, je les mets en formation. Je suis en préparation du casting. Vous savez, Magritte disait toujours « Ceci n'est pas une pomme face à une pomme ». Enquêter, rechercher, comprendre. Si tu connais ton sujet, si tu t'intéresses, si tu travailles, alors tu vas maîtriser ton talent et alors tu lanceras ta carrière et tu en vivras. Mais l'entourage familial est un vrai point fort en fait pour développer l'entourage familial est un point fort pour tout. Pour son estime de C'est soi. même pas un point fort, c'est indispensable. un C'est point indispensable si tu veux devenir ingénieur ou que tu veux ouvrir une ferme ou tu veux devenir comédien. C'est comment on va nourrir cette estime de soi. Et c'est pour ça que quand je vous dis que ma maternité m'a révélée et m'a obligée à devenir authentique, c'est que je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur ? Et quand ma fille me dit « Ah, j'adore ce chapeau, mais j'ose pas le mettre », tu oses pas le mettre par rapport à qui ? À quoi ? Je leur apprends le respect de l'autre. Mais si tu aimes le chapeau, s'il te fait plaisir à toi, mets-le. Qu'est-ce qu'on s'en fout du regard des autres ? Ah, c'est toute la difficulté, le regard de l'autre. Et les injonctions. Justement, Claire, docteur Morin, psychiatre, j'ai deux questions pour toi justement sur cet état des lieux de la jeunesse par rapport à l'image de soi. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer pourquoi l'image de soi est si centrale dans la construction identitaire du jeune ? Bien, c'est essentiel l'image de soi parce que c'est ça qui va construire l'estime de soi. Et effectivement, comme tu le disais, Soledad, l'estime de soi, c'est essentiel pour pouvoir s'épanouir et avancer dans la vie. Comment je m'apprécie moi-même, c'est-à-dire comment j'ai conscience de mes points forts, de mes points faibles, de ce que je dois améliorer et comment j'en suis suffisamment certaine pour pouvoir avancer et oser faire les choses. Et ça vient nourrir la confiance en soi. Et cette estime de soi, effectivement, elle se construit à l'adolescence, dans l'enfance bien sûr, avec tout l'étayage des parents, des amis, du milieu scolaire, et à l'adolescence où effectivement on a cette transformation corporelle et donc cette transformation du schéma corporel et de la relation aux autres qui va venir, renforcer ou au contraire fragiliser cette estime de soi. D'accord, et alors pour toi quels sont les dangers concrets d'une mauvaise image de soi sur la santé mentale ? Parce qu'il y a des vrais dangers, je veux dire aujourd'hui c'est un vrai sujet. Bien sûr, le danger c'est de passer à côté de sa vie en fait, le vrai danger. Ça c'est le danger de fond, mais oui. Il y a des dangers aussi, ça peut générer des troubles chez les jeunes. Ah tout à fait, la dépression, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, toutes ces pathologies, tous ces troubles effectivement, ils viennent parce qu'à un moment on a été fragilisé et qu'on a perdu confiance en soi, qu'on n'avait pas une
estime de soi suffisamment forte pour pouvoir faire face aux difficultés qu'on rencontre dans la vie, parce qu'il n'y a aucune vie où il n'y a pas de difficultés. On peut parler d'un effet de chaîne entre ces troubles, c'est-à-dire que par exemple on parle d'image, on est face à des personnes super skinny sur les écrans, on peut rentrer dans un trouble alimentaire, ça peut entraîner d'autres troubles, le trouble dépressif peut se lier à tout ça, enfin est-ce qu'on n'est pas un peu dans un cercle vicieux quand le jeune rentre dans cette démarche? Ça, c'est le problème des troubles en général, que ce soit sur le plan psychique ou même sur le plan du corps, sur le plan somatique. C'est-à-dire qu'une problématique, si elle n'est pas traitée, elle va en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre, et ça fait une réaction en chaîne. Merci Claire. Donc on va maintenant prendre quelques questions de parents pour lesquelles on aimerait avoir tes réponses et ton point de vue de professionnel de santé. Alors première question, ma fille de 13 ans n'arrête pas de dénigrer son physique. Est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce normal à son âge? Alors, le problème, c'est le n'arrête pas de dénigrer. Qu'à des moments à 13 ans, une jeune fille se questionne sur est-ce que mon physique me convient, qu'est-ce que mon physique renvoie, qu'il y ait des petits coups de mou, des moments où on se dit je suis pas comme j'aurais voulu être ou comme je voudrais être, ça oui, mais c'est le n'arrête pas le problème. À 13 ans, on doit croquer dans la vie, on doit profiter avec ses amis, on doit avancer avec du positif. D'accord. N'arrête pas de dénigrer, c'est ça qui C'est va le pas. n'arrête pas qui pose problème. On peut se dénigrer, enfin de temps en temps on peut se remettre en question, Bien mais sûr, ça peut pas c'est être même essentiel. Voilà, mais ça ne peut pas être un schéma permanent. Exactement. D'accord. Deuxième question, mon ado refuse de se laisser prendre en photo et évite les miroirs. Est-ce un signe de mal-être? Bah oui. Enfin, ça dépend dans quel contexte. C'est-à-dire que si c'est systématique, c'est encore la même chose. Si on est sur quelque chose qui est systématique, qui est récurrent, oui, c'est un problème parce que finalement, les photos, aujourd'hui, ça fait partie de la vie. C'est les albums photos, c'est ce qu'on envoie sur les WhatsApp de famille. Donc, pourquoi se cacher? Si par contre, c'est de temps en temps où l'enfant, l'adolescent se sent pas face à la photo. Ah non, là, je me sens pas bien, j'ai pas envie. Bon, ça peut arriver. D'accord. Question suivante, Claire. Mon fils se fait critiquer sur son apparence à l'école. Comment réagir? Alors là, il faut réagir tout de suite. C'est voir qui critique, dans quel contexte. Bien sûr, une réassurance émotionnelle et beaucoup d'affection de la part des parents, c'est essentiel. Et puis, il faut tout de suite être vigilant par rapport aux enseignants, savoir d'où ça vient pour régler le problème de suite. Sinon, ça, c'est vraiment le lit, après, justement, d'une désintégration de l'estime de soi et donc de troubles. J'ai une petite question, justement. Comment s'explique cette méchanceté dans les écoles? Est-ce qu'elle a toujours existé? On s'est toujours comparé, je pense, entre jeunes. Je pense que ça a toujours... Mais de là à se dire des méchancetés, à se critiquer, à se comparer, ça... Même nous, quand on était enfant, ça existait. Est-ce qu'on peut se poser la question justement de l'environnement dans lequel ces jeunes ont évolué? Je veux dire, quand on est critique comme ça, c'est peut-être parce qu'on entend beaucoup de critiques aussi autour de soi ou à la maison. Et c'est vrai que nous, par exemple, nous, on fait très attention à la maison de ne pas critiquer des gens. Si on critique pas trop avec mon épouse, mais on fait très attention de pas critiquer devant les enfants. C'est un mauvais modèle qu'on leur donne. Quand on a cette démarche un peu de « Ah, mais t'as vu ci, mais t'as vu ça, etc. » et qu'on a des petits autour de soi, les petits ils se disent ça devient naturel, en fait, ça devient normal de critiquer. On entend les gens sans arrêt en train de râler, dire « Mais l'autre machin, t'as vu comment il est habillé, etc. » J'ai en fait, pardon. La critique, elle doit être constructive, en fait, c'est ça. On doit J'ai deux analyser. souvenirs marquants. Une fois, ma fille s'est déguisée en chien. Fallait se déguiser. Et elle était trop mignonne. Elle est rentrée, mais complètement dépitée parce qu'on s'était moqué d'elle toute l'après-midi. Oh, la Et pauvre. récemment, il a plu et je lui avais acheté, dernière minute, des bottes superbes d'un jaune canard. Extraordinaire. On en rêve tous de ces bottes. On les veut tous. Purée, elle est a rentrée, tous- elle me les a tous- foutus dans la tronche en me disant plus jamais. La J'ai dit, mais honte. pourquoi on est tous méchants comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vis dans le monde des bisounours, on me le dit depuis toute petite. Non mais plus sérieusement, je m'interroge. Est-ce que notre société devient de plus en plus violente? Encore une fois, ma mère, qui est mon icône, vous l'avez compris, assistante sociale qui a toujours travaillé à l'OSE, œuvre au secours des enfants, et qui était une assistante sociale qui protégeait les enfants, etc. Elle me parle d'un ensauvagement de la société. Est-ce que c'est vrai? C'est possible, il y a toujours une évolution qui se fait d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, je pense que là-dessus, les réseaux sociaux et les images qu'il peut y avoir viennent véhiculer une image de plus en plus intimement dans les milieux familiaux. Et donc viennent véhiculer des dictates, des codes vestimentaires, des codes finalement sociaux qui deviennent de plus en plus prégnants et qui forcément à l'école plus visibles que ça pouvait l'être avant. Soyons extrêmement vigilants, nous les parents, parce que Bien sûr. quand je te pose cette question, en même temps je connais la réponse. Le petit Elias qui a été tué pour un portable, souvenez-vous des agressions à coups de marteau. C'est terrifiant Il y a de d'en la parler, violence, ouais. mais cette violence... Mais il y a plein de choses, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. L'accès, l'image, la violence des images auxquelles on a accès, les jeux vidéo qui peuvent aussi je Bien dirais, sûr. banaliser une certaine forme de violence. Aujourd'hui, très peu de parents respectent les critères d'âge sur les jeux.
C'est sûr que quand tu fais une partie de GTA, que tu as 10 ans et que tu peux tuer tout le monde dans la rue avec un pistolet et un couteau, je suis pas sûr que ce soit un super modèle. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit aussi, nous, prudents en tant que parents. Et justement, on va transiter vers la deuxième partie, qui est savoir comment on peut aider les jeunes à se détacher du regard des autres. C'est comment nous, en tant que parents, on peut agir, en fait, pour les accompagner dans ce monde qui est rempli de dangers. Il y a des dangers, on le sait. Et encore une fois, plutôt que d'être dans le déni et dire, mais mes parents, je les coupe de tout, mes enfants, pardon, je les coupe de tout, comment on peut justement aller avec eux dans leur univers pour être un peu leur ange gardien numérique et pour faire en sorte qu'ils soient moins impactés par tous ces phénomènes auxquels ils ont accès. Alors justement, Soledad, toi qui côtoies beaucoup de jeunes qui rêvent de faire carrière sous les projecteurs, comment est-ce que tu les aides à garder les pieds sur terre face à la pression de l'image ? Alors, en les informant, en leur expliquant le métier, en leur expliquant les valeurs, les critères, et en leur expliquant bien quels sont les outils de communication dont on a besoin quand on veut se lancer dans une carrière artistique. C'est facile, c'est une photo, c'est un book vidéo, c'est un CV. Ça se travaille, ça se prépare. Et ces photos, en étant authentique. Il y a tellement d'idées reçues, et le réseau, et tu dois connaître un tel, et c'est que des riches, et que... Pas du tout. Il suffit de travailler, de créer la rencontre et le mouvement. Si tu as envie de rencontrer, si tu rêves de travailler à la télé, envoie un CV, appelle, présente-toi et l'acharnement fonctionnera. C'est-à-dire que si tu détermines ton objectif, que tu détermines les étapes et que tu te mets à travailler, tu vas pouvoir réussir. Et en aucun cas, cela dépend de l'image. Par contre, travailler les réseaux sociaux intelligemment, oui. Parce que là, on va travailler l'image. Si moi, je suis comédienne, sur Instagram, je vais travailler mon image en tant que comédienne et seulement en tant que comédienne. C'est-à-dire, je vais présenter quel texte j'ai travaillé, quel court-métrage j'ai vu ou dans lequel j'ai participé, quel film j'ai vu au cinéma. Je vais demander en ami des réalisateurs. Je vais écrire. Pas de hasard, zéro hasard en fait. Tout est vraiment organisé. Tout est organisé. Ouais. Et c'est très positif ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en étant un peu extérieur au milieu, moi j'avais cette image de c'est du piston, c'est que de l'image, que du si fake. Si tu veux devenir médecin, si tu veux devenir psychiatre, comment tu es devenu psychiatre ? Tu as fait tes études, tu as passé des examens, tu as fait un CV et tu es allé taper aux portes pour être recruté. Si tu veux être comédien, tu apprends tes grands classiques, tu te formes, tu participes à des masterclass, tu enquêtes, tu recherches et tu t'informes sur quels sont les outils indispensables. Tu t'inscris en agence, tu passes des castings, tu vas sur mon site casting.fr, tu me rencontres moi ou d'autres comme Matteo Capelli et compagnie et tu postules aux annonces de casting. Tu t'inscris à un cours de théâtre. Si les gens pouvaient comprendre ça et que ça ne dépend pas de ton image, ça ne dépend pas de si t'es belle, si t'as un Louis Vuitton, bullshit. Ça dépend de ton travail. C'est sûr que la valeur du travail est une notion fondamentale, peu importe où on veut arriver. Si tu veux être comédien, tu vas pas être comédien en étant assis à côté de ton téléphone et attendre qu'un directeur de casting t'appelle, ça n'existe pas. Par contre, tu t'inscris aux planches de l'ICAR, tu participes au festival Nikon, alors vous connaissez pas tout ça. Mais si vous enquêtez, justement, Internet, c'est précieux. Vous avez toutes les informations. Comment devenir comédien ? Hop, tu vas tomber sur mon site internet, tu vas tomber sur moi, mais c'est vrai, ou sur d'autres, ouais. Ou sur des écoles, les cours Florent, mais pas que, si c'est trop cher. T'as Acting Paris qui fonctionne très bien, t'as combien d'écoles de théâtre il y a ? Et si vous écoutez des interviews, Internet, c'est magnifique comme source d'information, si c'est bien utilisé. Alors moi, tu vois, ce qui est intéressant en fait dans cet échange, c'est que tu nous donnes un point de vue très professionnel. Et parce que tu as avisé en fait. Tu as grandi dans ce monde, tu as évolué dans ce monde, tu sais comment il fonctionne. Et en fait, quand on est parent, on sait pas trop comment ça fonctionne les enfants. Et comment ils évoluent dans leur adolescence. Parce que d'abord, nous, on a oublié, puis on reste un peu sur nos vieux préjugés, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ne pas justement, par rapport à l'image de soi qu'on peut avoir quand on est ado, pourquoi ne pas accompagner ses enfants comme tu accompagnes tes comédiens ? Finalement, c'est les motiver, leur donner envie d'avancer, de travailler, de valoriser leurs compétences. C'est rigolo ce que tu me dis. Ça. Tu sais qu'il y a des jeunes célébrités en France. Tu connais Zoé Closure ? Oui, bien sûr. Tu connais Elliot Lebro, enfin plein d'autres. Derrière chaque petit talent, il y a une sacrée maman. Je sais que c'est difficile, des fois je me dis, mais comment font ces parents qui partent de chez eux à 8h du matin, qui prennent 1 heure de transport, qui rentrent à 8h du soir,
fatigués, sans avoir envie de dormir, de manger, de leur faire à manger, pardon, et juste envie de les coucher. C'est dur, hein. Oui, c'est dur. Et puis c'est sur la durée en plus, c'est pas qu'une fois, un jour, c'est tous les jours de toute la semaine, c'est très éprouvant. Moi, je sais que parfois, mon fils me dit lire une histoire et j'ai juste envie de crever. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et en fait, c'est ça, peut-être le sujet, Claire, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est de pouvoir justement encourager nos jeunes sur leurs compétences, justement pour les détacher du problème de l'image. Enfin, c'est Bien sûr. l'accompagnement familial, il joue quand même. Enfin, c'est là, on a des parents qui regardent ce podcast et qui se retrouvent face à leur jeune fille ou leur jeune garçon qui va dire ah, moi je me trouve moche, moi ceci, moi cela. On a aussi un rôle à jouer, nous, pour essayer de leur donner des objectifs pour qu'ils arrivent à se projeter sur autre chose qu'une simple apparence physique. Bien sûr, le rôle des parents, il est essentiel en fait. C'est eux qui sont en première ligne. Parce qu'on a souvent de l'abandon des parents, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça. Ils sont confrontés à de l'image, forcément, ils ne peuvent être que comme ça. On abandonne, on fait quoi ? Eh oui, mais forcément, hein, on n'est pas là pour jeter la pierre à ceux qui abandonnent, mais c'est sûr que c'est la solution un peu de facilité, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est même épuisé, parce qu'on se dit que c'est la fatalité. Mais tout l'enjeu, c'est effectivement de recréer le lien. Hein, et c'est aussi, nous, un peu notre combat avec Link. C'est recréer le lien entre les parents, les adolescents, arriver à ce que ces deux mondes finalement se rejoignent pour pouvoir échanger. Mais ça demande de l'énergie, ça demande du temps, parce que les portables, il n'y a pas que les enfants qui sont dessus, il y a aussi beaucoup de parents. Et Tellement. donc, c'est Combien comment... de fois on voit dans la rue des papas et des mamans, pardon, au parc comme ça, avec Le pire, leur c'est au resto. téléphone. Le pire, c'est au resto. Oh là là, mais regarde Quand ton tu enfant. vois un couple au resto et qu'ils sont chacun sur leur téléphone, moi je me dis, mais ils ont vraiment pas rien à se dire en fait. C'est horrible. C'est terrible. Ah non, mais ça c'est terrible. Mais je pense que malheureusement, c'est des mauvaises pratiques qui se sont instaurées progressivement. Mais là encore, on n'est pas là pour faire le procès des parents. C'est pas simple. Et peut-être que justement, une des difficultés, c'est que les parents finalement ne comprennent pas ce monde de l'image d'aujourd'hui. Et on comprenait, nous en tant que parents, on peut comprendre le monde de l'image de notre époque, où on avait des magazines, où voilà, on était quand même un peu limité en termes d'exposition. Aujourd'hui, ils sont dans un monde de l'image qui est omniprésent. C'est-à-dire que l'image est partout, ça guide leur vie du matin au soir. Donc comment on peut aider ces parents justement pour qu'ils comprennent l'environnement dans lequel leurs jeunes évoluent, pour qu'ils puissent justement valoriser leurs compétences, valoriser tout ce qu'ils sont capables de mettre en place pour atteindre des objectifs. Je crois que la notion d'objectif, elle est importante pour les enfants. C'est important qu'ils puissent se projeter. Déjà, les parents, il faudrait peut-être les soutenir à trouver à nouveau ce réjouissement quand on sait que notre société a, je crois avoir lu, 40% de gens en burn-out. Est-ce que je me trompe ? Je sais pas, j'ai cru lire ça. Tous ces arrêts maladie et compagnie. C'est vrai que la santé mentale des parents est vraiment en péril et qu'il y a un surmenage. Alors, essayons de retrouver le réjouissement de plaisir simple. Moi, quand ma fille est née, mon papa m'a offert un livre, Chantala. Ce sont des rituels ancestraux en Inde où on masse les enfants. L'art du toucher, l'art des baisers, des bisous. Le lien physique. Le lien physique. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de créer la carte parent-enfant. On m'a dit, mais t'es complètement folle. Si vous saviez les retours que j'ai des clientes qui viennent, qui me disent, je viens pour ma santé mentale avec mon adolescent. Et on réussit à retisser des liens. Je dis toujours que mes esthéticiennes sont des socio-esthéticiennes. Comme dans les hôpitaux. Comme dans les hôpitaux. Il faudrait un mouvement, je sais pas, il faudrait faire ce que tu fais là, informer, se réunir, du soutien aux parents, du soutien aux enseignants aussi. Il faudrait introduire dans les écoles la notion de civisme, de respect, de soutien avec les parents. De prendre soin de soi, de faire en sorte d'être bien. Mais ça, on en parle chez nous. Tu sais qu'on est on est presque des activistes chez Link là-dessus. L'école, ça doit être un endroit de bien-être. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de souffrance. On se fait moquer, on a une pression scolaire de dingue, entre harcèlement, rythme scolaire, fatigue, désintérêt pour ce qui est enseigné. Les jeunes se retrouvent forcément dans des situations... Et puis la violence aussi qui monte dans les écoles. Pour revenir sur ce que tu disais, Soledad, l'ensauvagement, c'est... Ce qui, par rapport à avant, je trouve, est plus flagrant, c'est la montée en tension, la violence qu'on avait peut-être moins avant, pour effectivement des téléphones, des choses finalement matérielles. Il y a eu quand même une grosse évolution, on le voit bien. Maintenant, on va y arriver. Je crois que justement, l'idée, c'est de mettre ensemble. En fait, le jeune, il est entouré par qui ? Il est entouré par sa famille. Et il est entouré par ses profs. C'est deux maisons, en fait. Et l'école et la maison, c'est les deux endroits où il vit, où il passe la quasi-totalité de son temps. Et je crois justement beaucoup que c'est un travail commun. Et ce travail commun, c'est aussi un travail de compréhension du monde adulte, des enjeux qui sont autour de nos jeunes,
justement. Et ces problématiques d'image, pour moi, elles sont extrêmement importantes parce que quand on se sent dévalorisé en étant ado, on n'arrive plus à se projeter. Donc on tombe très facilement dans le mal-être. Puis les troubles alimentaires, on en parle, hein, c'est 1 million de personnes aujourd'hui, Claire, les troubles alimentaires. 1 million de personnes en France, c'est énorme. Même et plein d'adultes, faut pas croire. Ils ne sont que le reflet de leur... Sans parler des addictions. Alors ça, on n'en parle même pas. Alors ça... vous qui êtes psychiatre, souvenez-vous comment, adolescents, nous avions un monde secret. Vous vous souvenez qu'on était très tournés vers nous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On avait une intimité personnelle. On a une intimité personnelle. Un espace fermé, en fait. Ouais. Donc moi, je me demande justement, parce que dans l'adolescence, il y a un vrai changement. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Comment faire pour tisser le lien que nous, parents, on puisse... moi, je dis toujours à ma fille, je te demande de toujours tout me dire. Même la pire des bêtises, je ne te jugerai pas, je t'aiderai. Pour essayer de créer ce lien. Est-ce que ce ne serait pas le propre de l'adolescence de se renfermer sur soi-même et d'être complètement secret et de se couper un peu de ses parents? C'est tout l'enjeu justement de la création de l'identité. C'est je me crée moi, j'existe moi par rapport à mon entourage. Donc mon entourage effectivement par rapport à ma famille, par rapport à mon milieu scolaire. Et donc je me crée en contradiction pour peut-être me détacher d'une certaine façon. Et donc tout l'enjeu pour les parents, c'est de se dire dans quelle mesure je reste en lien tout en laissant à l'adolescent un jardin secret. Ouais, respecter son espace. En fait, c'est important de respecter. Et ces problèmes, par exemple, vouloir couper son jeune de l'image sur Internet, c'est un non-sens. Il a besoin d'aller s'exposer, il a besoin finalement de prendre quelques risques. Nous, on doit être là pour le rattraper, en fait. Alors, essayez peut-être de participer à ça. Exactement. Et de proposer de faire une vidéo ensemble. Juste s'intéresser à son monde. Le jeune, il a besoin qu'on s'intéresse à son univers. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de... En fait, mais encore une fois, moi, je comprends les parents qui sont en rejet de tout ça. Regardez les discours qu'on se prend du matin au soir. Mais il faut qu'on coupe les réseaux pour les jeunes. Nos politiques, c'est les messages qui sont diffusés. C'est le diable en personne. Internet, c'est le diable. Internet, aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale et c'est ce qui la fera tourner encore plus demain. Donc, de toute façon, on en a besoin. Sinon, on va régresser de 150 ans. Donc, ça continuera à se développer. Là, on est sur un phénomène énorme avec l'intelligence artificielle. C'est inarrêtable. Et donc, c'est à nous de nous adapter au monde d'aujourd'hui. C'est pas aux jeunes. On va pas les empêcher d'aller vers le monde de demain. C'est pas vrai. Sinon, justement, on leur limite leurs chances de réussite et d'intégration dans la vie professionnelle. Donc on doit nous s'y intéresser et les accompagner. Je pense que c'est encore une fois bloquer l'image en disant regarde, si tu arrêtes de regarder des photos de filles qui se maquillent toute la journée sur YouTube, elles adorent ça, les jeunes filles. Alors les vidéos YouTube de make-up. C'est pour ça que j'ai ma fille regarder Fanny. Fanny, si tu m'écoutes, contacte-moi. Voilà, Fanny, contacte Soledad. Non mais après, ça peut être justement un délire. Tu peux dire tiens, ma fille, on va faire une petite séance maquillage toutes les deux. Hop, et tu rentres dans un truc qu'elle aime, ça la met en confiance. Je te montre les photos de moi dimanche avec des patch love ici, c'est ce que j'essaye de faire. C'est génial. C'est ce que j'essaye de faire. C'est peut-être justement une bonne... Oui, c'est créer la confiance en rentrant dans leur univers. Et une fois que ce lien de confiance il sera créé, il permettra de dire oui, tu vois, je suis rentrée dedans, il y a des choses positives, mais... Voilà, il faut trouver un équilibre. On peut pas passer l'équilibre sa entre journée à regarder l'éducation c'est ça. Et justement l'observation. Et moi, j'essaie de rentrer dans son truc, là, avec les patch love, etc. Je peux te dire que le dimanche matin, j'ai envie d'autre chose que de me mettre des patchs et de faire des photos, des machins. Mais est-ce que tu le fais. Et la parentalité, c'est une vraie... Un vrai métier. Soledad, on va enchaîner avec un petit jeu, le 60 secondes challenge. Okay. Je vais donc te poser un certain nombre de questions. Tu ne réponds que par oui ou par non. Si tu veux revenir à la fin sur quelques éléments de détail, tu n'hésites pas. Est-ce que tu es prête? Prête. Allez, c'est parti. Je mets le chrono en route. Et on y va. Le physique joue-t-il toujours un rôle majeur dans le choix des acteurs? Non. Penses-tu qu'on peut réussir dans ce milieu sans sacrifier sa santé mentale? Oui. As-tu déjà refusé un candidat uniquement à cause de son apparence? Oui. Penses-tu que la célébrité est plus difficile à gérer mentalement qu'on ne le pense? Oh oui. As-tu déjà conseillé à un jeune de ralentir pour préserver sa santé mentale? Oui. Penses-tu que les castings peuvent être traumatisants pour certains jeunes? J'hésite, non. Le cinéma devrait-il davantage montrer des physiques variés ou réalistes selon toi? Je pense que le cinéma joue le jeu. Penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui sont plus stressés qu'avant? Oui.
Penses-tu que le cinéma peut être un levier positif pour la confiance en soi des jeunes? Oui, Le rejet en casting peut-il avoir un impact sur la santé mentale des jeunes acteurs? terrible, oui. As-tu déjà vu des jeunes changer radicalement leur apparence pour un casting? Oui. Y a-t-il, selon toi, un profil parfait pour percer dans le cinéma? Non. As-tu déjà regretté un choix de casting? Non. Penses-tu qu'il manque de diversité corporelle dans les rôles principaux? Non. As-tu déjà vu un jeune acteur ou actrice souffrir à cause de la pression de l'image? Oui. Penses-tu que le cinéma véhicule encore trop de standards de beauté irréalistes? Non. Bravo. Eh ben, on a dépassé de 5 secondes, mais c'est pas Mince. grave, on t'en veut pas. Mais il y Non. avait tellement de questions intéressantes. T'as géré. On pourrait les rebalayer une par une, mais on aurait 3 heures d'émission parce qu'il y a tellement de sujets en fait dans toutes ces questions. Mais en tout cas, c'est bien parce que tu donnes une image très vertueuse justement du monde du casting et du cinéma, puisque on sent que dans tes réponses, c'est un environnement qui s'est adapté justement à la Il y a eu tellement de diversité, dérives. Voulez-vous s'est qu'on assaini. parle Un environnement qui s'est assaini. avec comme quoi Internet, finalement, a de ses parts positives. Vous avez entendu parler des drames de Maria Schneider dans Dernier Tango à Paris. Je ne cache rien. J'ai pas suivi. Bon, on en parlera une autre fois. Combien de dérives? Parce qu'on parle d'enfants, mais on peut parler de la femme aussi. Et des hommes aussi. Le hashtag MeToo, lancé par Stéphane Gaillard, que je célèbre, le directeur de casting cinéma, qui se dit ex-directeur de casting, parce qu'il a dénoncé combien de choses, qui va à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, grâce à Internet, et c'est là où Internet, si vous l'utilisez intelligemment, les directeurs de casting font très attention. Alors certains vont vous dire, ouais, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, etc. Mais il y a eu de graves dérives dans tous les domaines. Aujourd'hui, peut-être que grâce à Internet, on peut dénoncer. Alors le problème, c'est toute une question d'équilibre. Mais je pense que le milieu artistique s'est vraiment assaini, qu'il y a beaucoup de contrôle, qu'on fait très attention à la santé mentale, qu'on fait très attention justement aux filles, aux garçons. Casting enfant, on laisse pas seul le directeur de casting avec l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu plus il y a des précautions. organisé, voilà. C'est très réglementé, c'est bien organisé. avec la DAS, les heures de tournage, etc. Il y a un grand travail à faire, mais je voudrais célébrer quand même Internet qui peut de temps en temps avoir des aspects positifs. Mais de toute façon, c'est le système, il finira par se réguler tout seul. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui, quand ils seront en rejet de cette mise en avant de l'image permanente, de l'image qui est tronquée, qui est améliorée, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de créateurs de contenu qui vont faire des contenus très naturels, qui vont pas mettre de filtres, mais elle en met pas, quasiment jamais. Il y en a beaucoup. Puis on voit même des créatrices qui vont dire voilà, pourquoi je m'épilerais les jambes, il n'y a pas besoin. Et qui vont se montrer comme ça, en disant, qui vont assumer en fait leur choix physique, la manière dont elles s'exposent. Être authentique et célébrer la personne que l'on est souvent. On me dit, mais pourquoi tu dis tout le temps ton âge? Mais parce que je veux, ce n'est pas une honte d'avoir 51 ans. On peut être en pleine forme et c'est la vie. Et j'ai plein d'expériences et je suis très fière d'avoir mon âge. Et célébrer l'authenticité et être ce qu'on est. Exactement. Et c'est d'être bien comme on est. Et ça, c'est important. Et je pense que moi que ça se régulera en fait, parce qu'à un moment, tout ce qui est surfait, artificiel, etc., ça va lasser. Déjà, je pense que ça commence à les lasser, moi, les jeunes. Oui. Donc, je suis pas si inquiet que ça pour l'image de soi. Parce que ça commence à les lasser petit à petit. Ils veulent des contenus plus intéressants, ils deviennent plus sélectifs parce qu'il y a aussi beaucoup de choix de contenu. Donc, il faut des contenus qui soient engageants. Il y a ça aussi, et ça, je pense effectivement. que ça jouera. Donc, je suis pas trop inquiet pour la suite. On va parler un petit peu justement du fait de développer maintenant une image de soi positive. Soledad, toi, tu as dû voir dans ton métier des jeunes qui ont pu se construire une bonne image d'eux-mêmes malgré la pression et le regard des autres. Parce que devant les caméras, on subit quand même le regard des autres. Quelles ont été pour toi leurs meilleures stratégies? Je pense toujours à Elliot Lebro, un petit garçon qui dit que je suis sa marraine de casting. Je l'ai rencontré quand il avait 5 ans. Aujourd'hui, il a 22-23 ans. Il a fait carrière. Faire carrière dans le cinéma ou dans le milieu artistique, ça ne veut pas dire être célèbre. C'est tout simplement vivre de son métier. Vous n'imaginez pas le nombre d'artistes que vous ne connaissez pas, mais qui vivent de leur métier. C'est-à-dire qu'ils vivent de leur passion. Ils vivent de leur passion. Et Elliot Lebro, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est le soutien familial. C'est incroyable. Maman, papa et son frère qui sont toujours là. Quand il passe un casting, je pense à Zoé Closure, mais je pense à tant d'autres enfants, c'est le soutien familial. Je vous assure que c'est la clé. Et alors, c'était ma question d'après, c'était justement quel rôle peut jouer un environnement bienveillant, parents, amis, enseignants. Puis
la directrice de casting. Elle a aussi un rôle pour emmener le jeune dans quelque chose dans une démarche, dans une aventure positive. Moi, C'est une j'aimerais aventure, qu'on le casting. désacralise. Il faut désacraliser cette directeur ou directrice de casting. Vous savez, le directeur de casting a une pression énorme. Derrière lui, il y a une production, il y a de l'argent, il y a des gros projets. Et elle a intérêt à trouver les artistes qu'il faut pour le film. C'est ce que je dis tout le temps. Quand tu es artiste et que tu te présentes devant un directeur de casting, dans ta tête, tu dis « Hey, cherche plus, c'est moi. On est tous amis. » D'accord, c'est pas la méchante directrice de casting qui va être méchante. Non, elle t'attend, elle te cherche. Elle espère te trouver. Elle espère te trouver. C'est ça. Donc en fait, c'est juste essayer d'apporter vous savez, cette pensée positive là, quand on vous dit mais qu'est-ce que c'est con la pensée positive. Moi, je suis passionnée par les athlètes, les sportifs. Pourquoi? L'entraînement. Parce qu'ils sont beaux. Ça pourrait, mais l'entraînement physique, l'entraînement mental, entraînez-vous. Ne regardez pas à droite, à gauche, inspirez-vous, mais regardez-vous, connectez-vous, à vos rêves, et vous allez ouvrir le champ des possibles, avec un environnement solide. Évidemment, si on te dit « tu réussiras jamais, tu as vu ta tronche, mais tu connais personne, tu n'y arriveras pas », ça va dur. te démotiver. C'est sûr. Si on te dit « ah, tu veux être comédien ? Alors attends, je vais t'accompagner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme formation? Ah, on n'a pas de fric. Alors attends, on va trouver. Peut-être qu'il y a une formation qui peut être sponsorisée. Peut-être qu'il y a des choses publiques. Peut-être que... Allez, je vais t'accompagner. On va le tenter. Au risque, qu'est-ce qu'on perd? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'on crée du lien. C'est qu'on ça. crée, Et qu'est-ce on qu'on renforce, gagne, on renforce c'est un créer- lien autour d'une passion. Absolument. Et ça, c'est sans prix, ça, c'est génial. J'aimerais tellement que les gens aient un peu plus confiance en la vie. Un peu plus de communication, un peu plus de tendresse et d'amour. Mais là, je vis vraiment dans le monde des bisounours. Mais c'est la clé. Il n'y a rien d'impossible. Il y a juste les champs des possibles à condition qu'on s'entoure bien. Finalement, c'est pas un peu les difficultés, le mal-être qu'on peut retrouver malheureusement chez beaucoup d'adultes qui transpirent sur nos jeunes et qui les rend aussi peu confiants en eux, qui réduit leur estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire Ma fille est-ce a qu'on été- encourage assez Ma Est-ce qu'on fille a encourage été, assez On n'encourage jamais assez. En CM1, ma fille a déjà été victime d'harcèlement. Vous imaginez, avec mon tempérament. Les j'ai pauvres, les tout fait harceleurs, péter. ils ont dû prendre cher. Eh ben, j'ai été confrontée à des parents qui m'ont fermé la porte. Vous imaginez? Moi, on m'appelle. On me dit, il y a un problème avec ta fille qui harcèle une autre petite fille. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve au café avec discute. bienveillance et on discute. Que se passe-t-il? Bien sûr. On comprend. on enquête. On essaye de comprendre. Enquêter, rechercher, comprendre. Que se passe-t-il? Pourquoi? Ce sont les parents. Je pense que les enfants sont des âmes pures et qu'ils sont nourris par des adultes. C'est à nous, adultes, de changer, de se transformer et de communiquer intelligemment entre nous pour transmettre du sens, du bon sens et de la communication et de la bienveillance. Elle vit dans le monde des bisounours, mais j'y crois. Et oui, mais d'où l'intérêt de mieux comprendre comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre tous ces outils numériques, toute cette image permanente, pourquoi les jeunes regardent. Moi, je me souviens de trucs, tu sais, j'ai beaucoup appris, moi, avec mes expériences de vie avec ma fille, dans la douleur, mais j'ai appris énormément de choses. Mais je me souviens la première fois qu'elle s'était mis des faux ongles. Réaction de père idiot, quoi. Je l'ai engueulé. C'est horrible. Comment on peut créer du lien avec ses enfants quand on réagit? Mais parce que j'ai réagi sans comprendre que pour elle, c'était quelque chose qui était important. D'abord parce que, étant un homme, les ongles, forcément, c'est pas un sujet qui m'a jamais préoccupé dans mon adolescence. Mais pourquoi mal réagir? Et c'est dommage. Je regrette. C'est-à-dire qu'avec le recul, je me dis, si j'avais su que c'était si important pour elle, j'aurais peut-être approché les choses de manière différente. Ça ne veut pas dire on les laisse faire tout et n'importe quoi. C'est comme pour le maquillage. On peut avoir des mots qui blessent. Ils ont besoin de se transformer, de se maquiller. Ils ont besoin d'essayer. Ils se cherchent. D'essayer. Ils ont besoin. 13 ans, ils vont essayer. On pique le maquillage de maman, paf, on s'en met plein la figure. Ça ressemble à pas grand-chose souvent au début, surtout au début. C'est souvent pas... Et on peut avoir tendance à se moquer ou à ridiculiser. Et là, on les blesse profondément. Quand on fait ça, Bien je pense sûr. que ça laisse des marques profondes sur la durée. Et c'est ça qu'il est important pour nous de diffuser comme message auprès des parents. Il faut se rendre compte que pour eux, c'est le centre de leur vie. Donc quand on vient les attaquer sur des sujets comme ça, souvent, peut-être parfois sous le ton de la moquerie, en leur disant « Mais attends, t'as 13 ans, pourquoi tu te maquilles? Qu'est-ce que tu veux faire ?»
on peut avoir des mots blessants. Et là où au contraire, on peut leur expliquer. Tu vois, tu peux pas sortir comme ça, par exemple. Ça, on peut leur dire, tu vois, tu peux t'amuser tu peux te maquiller. Je peux même, si tu veux, t'aider à te maquiller dans un environnement qui est à la maison, parce que tu as envie, parce que tu veux je peux te prendre 2-3 photos de toi si tu veux. C'est rigolo. Ça devient un jeu. Oui, et puis on passe un bon moment. On passe un moment partagé sur quelque chose qui tient à cœur à l'enfant. Mais on peut pas se moquer. On peut pas critiquer, se moquer ou invectiver son jeune parce que il a voulu une jeune fille parce qu'à 12 ans ou à 10 ans, elle a voulu mettre du maquillage. Enfin, Les mots, c'est tellement important. J'ai toujours cette image de la plante. Si vous versez de l'eau, alors elle va grandir. Si vous versez du café, elle va mourir. Vos mots sont cette eau ou ce café. Ouais, ça, c'est vraiment important. C'est une jolie phrase. Merci, Soledad. Soledad, un petit point encore, je voulais voir avec toi. Donc toi, tu as 2 enfants, donc une fille et un garçon, qui sont assez jeunes. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ils sont nés dans le numérique. Est-ce que tu abordes déjà ces sujets avec eux, ces sujets de l'image? Comment penses-tu les aborder? Comment penses-tu les accompagner? Alors justement, je suis dans une grande réflexion. Mathéo, il a 3 ans. Et Elia, elle a 9 ans. Elia, elle est très alerte. Moi, ma peur panique, c'est les images qui font peur. Les images... Elle a déjà vu 2-3 trucs. C'est l'âge moyen, on le rappelle. 9 ans, c'est l'âge moyen d'exposition. Et en fait, extrêmement naïve, je l'ai laissée... Ma sœur va se fâcher. Je l'ai laissée avec ses cousins. On balance pas. Tu l'as laissée quelque part. J'ai des gens proches. Mais vraiment, je pyjama partie. Je pensais pas. Et ça a fait un gros drame dans la famille. Je me pose la question. Est-ce qu'il faut... Je lui ai dit, attention, danger. Tu peux avoir des images qui vont te faire peur. Tu peux voir des choses qui sont extrêmement moches et violentes, mais qui sont pas la réalité, même si... cette réalité existe. Je me pose la question, si vous avez des conseils, dites-moi. Je me dis, est-ce qu'il faut que je me mette sur Internet et que j'aille sur un truc pour lui dire, voilà, ça existe, alors tu vois, faut pas regarder, machin. Je trouve ça un peu violent et j'ai pas envie de regarder. C'est une vraie trouille. En tout cas, je lui en parle beaucoup, mais je vois bien que, vous l'avez compris, elle a une tablette depuis 1 mois. Qui est ultra contrôlée. Je suis à moyenne 15 minutes par semaine. Mais je vois son changement. Elle regarde 15 minutes et après, elle est hystérique. Mais réelle. Quand je lui enlève, j'ai droit à une crise, etc. Donc, je suis en réflexion. Claire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment on aborde justement tous ces dangers de l'image sur Internet? On en parle à quel âge? On disait tout à l'heure, 9 ans, c'est l'âge moyen d'accès à la fille sur Internet. C'est l'âge moyen auquel les enfants sont confrontés de manière accidentelle, par des clics en série ou parce que quelqu'un leur montre. Les pop-up. Donc comment on en parle? Quand est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Je pense qu'il faut commencer à en parler dès que l'enfant il est en âge de comprendre, parce que comme on le dit, dès 1 an, les enfants ils comprennent pas, mais ils sont déjà sur les écrans. Par la parole, on peut médier de l'information sur le sujet, il faut le faire. Alors on leur explique comment alors? Ça dépend. On leur dit que tu peux tomber sur des choses bizarres. Qui font peur. Moi, je dis à ma fille des choses très horribles qui font très très peur. Wow. C'est ça, je pense que c'est la notion de la peur chez l'enfant, c'est quand même une des émotions primaires. Et donc ça, c'est une émotion qu'il peut comprendre. Il ne faut pas que le discours il soit trop complexe, il faut qu'il soit adapté à l'âge. Et effectivement, cette notion de dire des choses qui peuvent te faire peur, des choses qui peuvent t'inquiéter, qui peuvent te rendre triste, parce que la tristesse, c'est aussi une notion qu'ils peuvent entendre, et dire, mais s'il y a des choses que tu vois que tu comprends pas, tu m'en parles. Voilà, pour que l'enfant se sente vraiment en sécurité, qu'il n'est pas, parce que parfois les enfants ils osent pas en parler parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Sauf que justement, il faut leur dire, si vous tombez sur quelque chose qui vous paraît bizarre, il faut tout de suite venir le montrer à un adulte de confiance pour qu'on puisse en parler. Voilà, d'accord, et ça. Là on dédramatise la situation, Exactement. On explique que malheureusement sur Internet on ne peut pas contrôler tous les contenus, que ça arrive quand on tombe dessus, qu'il faut évidemment essayer d'éviter un maximum de tomber sur ce type de contenu, mais au moins on ne doit pas être dans la punition ou dans l'engueulade. Pas du tout, vraiment dans la prévention. Et puis de dire que derrière Internet, c'est fabuleux parce qu'effectivement, c'est un accès illimité à la connaissance. Et ça, c'est quand même fabuleux quand on y pense. On peut, sans bouger à un endroit, se mettre à savoir et à découvrir des choses incroyables. Mais en même temps, dire que y a des gens qui sont mal intentionnés derrière Internet et qu'il y a des gens qui peuvent vouloir leur faire du mal.
et que les premières personnes à qui ils doivent faire confiance, c'est leurs parents. Et que donc si sur Internet, des gens commencent à leur tenir des propos, voilà, ne fais pas confiance à tes parents, fais-moi confiance, surtout qu'ils en parlent aux parents et qu'ils se sentent pas coupables d'avoir vu, d'avoir envoyé des choses, parce qu'il y a aussi toute cette problématique parce qu'après, de ils disent l'envoi. rien. Et Puis, voilà, s'ils se sentent coupables, ils en parlent jamais, ils prennent sur eux jusqu'à ce que ça explose. c'est ça. Et c'est là que C'est là que c'est dangereux. c'est dramatique. Donc c'est vraiment leur dire, voilà, c'est pas mal, il faut que tu m'en parles. S'il y a des choses, tu m'en parles. Et vraiment parler, informer. J'ai une amie à moi, sa fille de 15 ans, elle était en ligne avec son amoureux qui lui a demandé dans un jeu comme ça, montre-moi tes seins. Elle l'a fait, le type a screenshoté, il a balancé ça à toute l'école et vous n'imaginez pas la suite. C'est-à-dire que informez vos enfants de l'image, ton image sur les photos, en vidéo, protège-toi, préserve-toi, ton image. Vous vous rendez compte combien d'histoires on a comme ça, de photos volées qui circulent dans l'école Bien sûr. et qui amènent les filles et les garçons à des tentatives de suicide, à la scarification. C'est une réalité banale et qui concerne, je pense, toutes mes copines, parce que vous avez bien compris mon âge, donc j'ai que des amis qui ont des enfants de 15, 16, 17, 18, 19 ans. Quel enfant n'a pas subi ce type d'anecdotes qui arrivent et qui amènent à des histoires sordides? Donc, préservons nos enfants en leur enseignant comment utiliser Internet, comment utiliser son image. Chaque fois que tu mets une image sur Internet, elle reste gravée sur Internet et tu ne peux pas l'enlever. Mais même quand on l'envoie de manière privée à quelqu'un, une fois qu'elle est transmise, on n'en a plus le contrôle. Mais tu sais, c'est la question de l'intimité, en fait. C'est-à-dire que ton image, c'est jusqu'où tu te dévoiles à l'autre, en fait. Après... Qu'est-ce qui est vraiment de l'intime, qu'est-ce qui est du partageable? Alors d'abord, malheureusement, c'est des phénomènes qui sont très développés aujourd'hui. Ces envois de photos est beaucoup plus jeune que 15 ans. Ça se fait beaucoup en 6e, en fait. Je vous parle de ça parce que c'est arrivé ce week-end à une amie à moi. Mais c'est souvent au collège. Maintenant, c'est souvent la 6e qui est un peu un grand bouleversement pour les jeunes. C'est vrai qu'il faut bien sûr leur expliquer. Et il faut, je pense aussi, surtout garder à l'esprit que ça reste des victimes. C'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils le font, s'ils partagent des photos, ça reste des victimes. Ceux qui ont posé problème, c'est ceux qui ont renvoyé, repartagé ces photos. Et il ne faut pas que le jeune se sente coupable d'avoir fait quelque chose qu'on lui a dit de ne pas faire 50 fois, parce qu'on peut lui avoir dit 50 fois de ne pas le faire. Il faut savoir que ces jeunes malveillants, ils ont des techniques qui sont bien rodées pour obtenir ce genre de photos. Ils choisissent bien leur cible. Ils vont prendre justement des jeunes filles qui n'ont pas confiance en elles, qui sont isolées, qui n'ont pas d'amis. Ils vont leur promettre beaucoup de choses pour obtenir ces clichés. Donc elles sont avant tout victimes. Victimes, n'engueulez pas vos enfants. Ça sert à rien. Si votre fille a envoyé des photos, etc., c'est dans un moment. Ne les jugez pas. Accompagnez-les au mieux. C'est qu'elle a été manipulée. C'est qu'elle a certainement été manipulée dans un moment de fragilité. Alors bien sûr, on les prévient. On leur dit, tu sais, si on te demande des photos, il faut vraiment pas les envoyer parce qu'après ça peut être rediffusé, etc. Puis on leur dit, si jamais un jour tu le faisais quand même, parce que t'es une adolescente, et une adolescente parfois ça fait des choses, bien qu'on leur ait dit 200 000 fois de pas le faire, ça peut il faut les faire. Bien tester les limites. On teste les limites. Si jamais on te pousse à le faire et que tu le fais, viens me voir, je t'aiderai. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est toujours garder cette ouverture et dire quoi qu'il arrive, je serai à la portée de trouver des solutions. Sinon, ils vont se renfermer sur eux-mêmes, se sentir coupables et responsables jusqu'à ce qu'ils explosent. C'est du vécu. Allez, soyons des parents responsables et changeons le monde, on va y arriver. Exactement. Claire, docteur Morin, notre psychiatre, j'ai une question pour toi. Imaginons ma fille à 12-13 ans, elle vient me voir, elle me dit « Maman, papa, je me trouve moche ». Qu'est-ce que je lui réponds? C'est compliqué, déjà, il faut tout de suite rejeter en disant mais bien sûr que non, pour que tout de suite l'enfant, parce que quand l'adolescent vient voir ses parents, par principe l'enfant fait confiance à ses parents et c'est les personnes par rapport auxquelles il est le plus en défense. Et donc bien sûr il faut tout de suite rejeter en disant mais bien sûr que non, c'est pas du tout la réalité. Et ensuite développer, mais pourquoi tu penses que amener l'enfant, l'adolescent à mettre des mots sur une affirmation qui est soit
très général. Je suis moche. Oui, mais qu'est-ce que c'est pour toi? Pourquoi? Ça veut dire quoi être moche? Voilà, on Comment n'élude tu pas, pourrais être pas la belle? question en disant non, c'est bon, mais non, pourquoi Surtout tu dis pas. ça? T'es Au belle. contraire. Hop, on ferme tout de suite la porte. Non, ça on fait pas. On rassure, on commence par écouter. Donc déjà, on prend le temps quand on entend ça, on se dit pas ouais c'est bon, on en reparle ce soir, là j'ai pas le temps. C'est attends, qu'est-ce que tu viens de me dire? Mais non, bien sûr que non. Et c'est important, il faut qu'on en parle. Pourquoi tu te sens moche? Qu'est-ce que c'est être moche? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Voilà. Ouvrir le dialogue pour que l'enfant se sente, l'adolescence se sente à l'aise pour pouvoir verbaliser autour de tout ça. Et c'est comme ça qu'il va construire l'estime de soi. C'est avec qu'est-ce que c'est être beau, qu'est-ce que c'est être moche. En fait, parce qu'au final, ça C'est veut très rien dire. subjectif, c'est leur Voilà. expliquer justement la subjectivité de la beauté, des critères de beauté, etc. Et donc voilà, donc toujours aller dans le dialogue et aller creuser un peu le pourquoi ce sujet arrive. La d'un coup. compréhension, Voilà. l'écoute. Parce que beaucoup de parents sont confrontés à ça, leur enfant qui vient voir, je me trouve moche, il me trouvait moche. C'est compliqué de trouver des réponses quand on n'est pas préparé, c'est quand ça. on n'a pas, Quand on est pris par surprise. Ouais, exactement. Ouais, c'était la petite question un peu conseil pour les parents qui sont souvent confrontés malheureusement à des manques de confiance en eux de leurs enfants. Et il faut pouvoir les rassurer, les Écouter motiver, et voilà. dialoguer. Exactement. Et est-ce qu'on a quelques petits exercices pratiques pour les jeunes qui ont une faible image d'eux-mêmes, une faible estime d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui peut les aider en fait à renforcer ça? Alors il y a plein de techniques qui existent. C'est notamment tout le travail des coachs de développement personnel qui peuvent accompagner dans ce cadre-là. Et ben il y a le fait, ce sont des exercices qu'il faut pratiquer quotidiennement parce que ce sont des petites choses qui vont venir renforcer au quotidien. C'est pas à faire une fois. T'en as un ou deux à nous Oui, citer? par exemple, en fin de journée, essayez toujours de se dire sur la journée, même si on a l'impression, on a le ressenti que c'était une mauvaise journée, qu'est-ce qui a été positif dans cette journée? Voilà. Donc c'est positive attitude à fond, quoi. Exactement, voilà. Toujours avoir quelque chose de valorisant. Il y a aussi le fait de se mettre des petits challenges qui restent accessibles, mais qui permettent de sortir de sa zone de confort. Et ensuite, quand on l'a réussi, se féliciter en se disant c'est bien, tu as réussi ça. Et c'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est des petites choses du quotidien qui peuvent parfois être extrêmement coûteuses. Se dire là tiens, j'ai réussi à faire ça. Voilà, le système de la récompense. Se dire ok, je me mets ce petit challenge et si j'y arrive, il y aura telle chose par exemple. Ça peut être un moment de partage avec le parent. C'est des challenges qu'on peut mettre parent-enfant en disant par exemple si tu arrives à faire ça, on prendra un moment ensemble pour aller faire du shopping par exemple. D'accord, donc, donc toujours le lien, la valorisation, l'engagement, la valorisation, la motivation. Et puis le développement de compétences. Ça, c'est important. Ouvrir le champ des possibles aux adolescents, leur montrer qu'ils ont des talents cachés et qu'il suffit juste de les développer. D'accord. Et c'est vrai que l'art est un vecteur formidable par rapport à ça. Les activités sportives, l'art, la culture. Tout ce qui permet de s'exprimer, de Exactement. se construire et de se construire. Parce que ça participe aussi à l'expression émotionnelle, parce que on peut, et c'est normal, ça fait partie de la vie, on ressent des émotions négatives. Mais comment on fait pour les gérer? L'idée, c'est pas de les stocker en soi, mais c'est d'arriver à les libérer pour pouvoir comprendre d'où elles viennent et avancer. Très bien. Merci Claire pour ces petits détails. Avec plaisir. C'est un sujet si important que l'on pourrait en parler des heures. Entre les réseaux sociaux, les contenus vidéo interminables, c'est en effet dur pour nos jeunes de ne pas avoir tendance à se comparer. Et avoir une mauvaise image de soi peut avoir des impacts très lourds pour nos jeunes sans même qu'on s'en aperçoive. Vous l'avez compris, on ne peut pas forcer son jeune à s'aimer, mais avec un vrai lien de confiance, on peut l'encourager et l'aider à comprendre à quel point tout cela est subjectif. Merci, Dr Claire Morin, médecin psychiatre, pour ces éclairages santé, et un immense merci à toi, Soledad, pour cet avis éclairé en tant que professionnel de l'image. Merci à toi, Guerchaume. Merci à vous. Merci, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast L'Art d'être parent, où nous continuerons à décrypter pour vous notre génération Z adorée. Prenez soin de vous et de vos jeunes. À bientôt. À très bientôt.